À la fin du repas, qu'Anaïs avait attendu avec une impatience grandissante, le guerrier vint la chercher sous le regard bienveillant de Néphret. Lui offrant son bras, il l'accompagna vers les jardins du palais d'Héliopolis. C'était la première fois qu'elle les voyait de nuit et elle comprit tout de suite pourquoi Hadjib l'avait emmenée là. Des milliers de lucioles brillaient dans les plantes, rendant inutile un quelconque éclairage des allées. Le spectacle était féerique. Un tout-sautement derrière eux interrompit leur rêverie. « Je ne voudrais pas vous importuner, mais il est tard et nous partons très tôt demain pour rencontrer le Sphinx, » s'excusa Ménate. « Vous avez raison. » Elle se tourna vers Hadjib. « Je vais devoir vous laisser. Je vous remercie pour cette soirée. J'ai passé un très agréable moment. »« Moi aussi, Anaïs. Je ne sais pas quand nous allons nous revoir. Demain. »« Pardon ? » ?»« Je fais partie de votre escorte, » affirma le garde. « Néphret, Niopé et moi-même vous accompagnerons dans votre voyage. Il y aura aussi d'autres guerrières, dont Chémira, que vous avez rencontrée au centre d'entraînement ce matin. »« Oh, bien bon. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne nuit, Hadjib. »« Bonne nuit à vous, élu, » répondit le jeune homme en s'inclinant profondément. Les deux jeunes femmes cheminèrent en silence dans le couloir. Anaïs était encore troublée par sa visite des jardins avec le beau militaire. Elle sentait bien qu'il ne l'avait pas amenée là par hasard. Ce lieu semblait important pour lui. Elle était contente qu'il fasse partie de ceux qui l'amèneraient au Sphinx. Elle sentait la peur envahir peu à peu ses veines. L'espace de cette soirée, et hormis l'incident de sa vision, elle avait oublié ce qui l'attendait le lendemain matin. À présent, devant la porte de sa chambre, elle n'avait pas envie d'être seule. Pourtant, la fatigue commençait à gagner du terrain. La journée avait été longue et très éprouvante. Je me doute que vous êtes toujours perdu dans notre monde. Pourtant, demain sera une date importante pour vous. Je suis content d'être là pour voir ça. En attendant, je vous laisse vous reposer. Si vous avez besoin, pensez très fort à moi et je viendrai aussitôt, conclut-elle avec un clin d'œil et un petit geste en direction de sa couronne. Elle tourna les talons sans ajouter un mot, laissant Anaïs seule à la porte de sa chambre. Une fois à l'intérieur, la jeune femme se déshabilla lentement avant de remettre son pyjama. Elle sentit une bouffée de nostalgie en revêtant les habits qu'elle avait amenés avec elle de son propre monde. Jamais en les enfilant la veille au soir, elle n'aurait imaginé où elle se trouverait 24 heures plus tard. Une fois prête, elle se dirigea vers la natte qui allait lui servir de lit. Elle regarda le repose-tête en bois sculpté. « Super, si je dors là-dessus, bonjour le mal de dos demain, maugréa-t-elle. Elle rassembla quelques oreillers et les disposa stratégiquement sur sa natte. Elle s'y installa au milieu. Allongée sur le dos, elle pensait devoir attendre longtemps le sommeil. Mais elle eut à peine le temps de formuler cette pensée que ses paupières se fermèrent et qu'elle tomba dans les bras de Morphée. Elle évoluait dans un lieu sombre et humide. Elle entendait au loin une sorte de goutte à goutte. Irritée, elle fit un geste d'agacement avec la main. Le bruit cessa aussitôt. Le couloir dans lequel elle progressait ressemblait à une galerie souterraine. Après une centaine de mètres, elle déboucha dans une salle circulaire, faiblement éclairée. Deux hommes, entièrement vêtus de noir, étaient penchés au-dessus d'un énorme grimoire, ouvert sur une table de marbre anthracite. Il y avait des fioles et des bocaux partout. Anaïs comprit tout de suite qu'elle se trouvait dans le laboratoire des mages noirs. Elle resta un instant à la porte, n'osant plus bouger. Soudain, l'un des sorciers leva la tête et regarda dans sa direction. Elle retint son souffle, prête à prendre la fuite. « J'ai l'impression qu'on nous observe, dit-il. L'autre se redressa également,
De ses yeux perçants, il scruta la pénombre. Son profil, aussi beau qu'inquiétant, était strictement identique à celui de son voisin. Elle ne s'était donc pas trompée. « Je ne vois rien, mais je ressens la même chose. Étrange. » Anaïs fut prise de frisson. La voix des deux hommes était calme et posée, mais leur lente diction, elle, était terrifiante. Elle pensa tout de suite au narrateur de ces vieux films d'horreur. Elle sentit son cœur s'emballer. Elle voulut prendre la fuite, mais ses jambes la portaient à peine. Elle avait l'impression de se débattre dans du coton. Elle entendit du bruit derrière elle, mais n'arrivait pas à se retourner pour voir si on la suivait. Elle se réveilla, assise sur sa couche. Ce n'était qu'un cauchemar. Pourtant, tout cela lui avait semblé si réel. Et si elle effleura son cercle d'heure, il ne se passa rien. Elle se laissa retomber sur les coussins. Elle n'avait jamais vu les mages noirs. Comment avait-elle pu observer leurs traits avec autant de précision et saisir aussi bien le timbre de leur voix? Elle resta longtemps, les yeux grands ouverts dans le noir, ressassant son mauvais rêve. De nouvelles questions s'imposaient sans cesse à son esprit. Elle finit par se rendormir peu avant l'aube. Elle fut tirée du sommeil par Ménade, juste avant 7 heures. Elle se frotta les yeux, déjà éblouie par le soleil qui perçait par la fenêtre. « Nous vous attendrons dans la cour principale dans une demi-heure, » annonça la seconde de Néfrette avant de se diriger vers la porte. « Attendez, » s'écria Anaïs, « j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, enfin, c'était peut-être plus qu'un rêve. » Ménade stoppa son geste. « De quoi avez-vous rêvé ?» demanda-t-elle soudain inquiète. « Je me trouvais dans une grotte, je crois. Il y avait 2 hommes, des sorciers peut-être. » L'autre jeune femme blêmit. « Racontez-moi en détail, » ordonna-t-elle. Anaïs s'exécuta, curieuse de savoir ce qui la rendait si nerveuse. À mesure qu'elle parlait, son interlocutrice s'agitait. Quand elle eut fini, Ménade l'attrapa par la main pour la faire sortir de sa chambre. « Venez, il faut que vous expliquiez ça à Néfrette. » Au pas de course, elles rejoignirent les appartements de la hiérasse. Ménade ne prit même pas le temps de frapper à la porte. « Il faut que vous écoutiez ça !» s'écria la jeune femme à sa supérieure qui se préparait, assise à sa coiffeuse. Néfrette attendit la suite, un sourcil levé. Anaïs raconta à nouveau son rêve. Une fois encore, la même réaction inquiète. « Mais enfin, mais ce n'était qu'un rêve !» se crut obligée de conclure Anaïs. « Ce n'est pas important !»« Détrompez-vous !» s'écria Néfrette en se levant brusquement. Elle se mit à faire les 100 pas, murmurant pour elle-même. Cela ne peut être qu'une vision. L'orbi a sans doute contribué. Mais je vous assure, ce n'était qu'un cauchemar. Oh, j'aurais jamais dû vous en parler, se désespéra l'étudiante. Non, non, vous avez eu raison, la rassura la hiérasse. Je pense qu'en fait, Lord, cette couronne que je vous ai donnée, eh bien, elle vous a sans doute envoyé une hallucination. Comme hier soir, quand vous avez vu votre sœur. Cela faisait des années que personne n'avait eu de vision des mages noirs. Ce genre de choses n'arrive qu'à ceux qui ont un très grand pouvoir. Anaïs comprit soudain pourquoi Ménade avait eu cette réaction. Cela engendrait tellement de choses. Elle ne voulait pas être l'élu du peuple de Pangéra, pourtant, il était indéniable qu'elle l'était. Bien, ça ne sert à rien de continuer à tergiverser. Allons voir le Sphinx, et il nous dira réellement de quoi il en retourne. La longue file de militaires menée par Niopé cheminait dans le désert depuis plus de 2 heures. Anaïs sentait l'angoisse monter lentement. De temps en temps, son regard croisait celui d'Agib. Il se souriait timidement, puis chacun finissait par regarder devant soi, gêné. « Nous arrivons !» annonça le Pégase. En effet, au loin se dessinait un temple gigantesque. Son style rappela à Anaïs le Parthénon grec. Plus ils se rapprochaient, plus cette impression se confirmait. Quand ils furent au pied de l'édifice, l'étudiante en histoire qu'elle était fut encore une fois subjuguée.
Elle avait l'impression d'avoir été transportée dans l'Antiquité. Elle aurait eu envie de s'attarder parmi ces vieilles pierres, de les toucher, mais malheureusement, elle n'en avait pas le temps. Soudain, 2 gardes armés surgirent entre 2 piliers. Anaïs poussa un petit cri de surprise. S'ils avaient le corps d'êtres humains, ils avaient les têtes d'animaux. L'un avait une tête de faucon, tel Horus. Ses petits yeux noirs et ronds fixaient les visiteurs. Sa lance était pointée vers eux. Il y eut un léger déclic et l'arme s'ouvrit. L'autre ressemblait à Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal. À son pagne court était suspendue une épée. Mais, comme son collègue, il menaçait Anaïs et son escorte de son arme. « Halte !» hurla la tête de faucon. « Que venez-vous faire ici ?»« Horus, nous sollicitons une audience auprès du Sphinx. Nous lui amenons l'élu. » Les gardes se regardèrent, interloqués. Puis, celui qui leur avait parlé porta la main à sa bouche et murmura quelque chose. « Il n'a pas d'orbe, » chuchota Niopée, « mais vous constaterez qu'il porte un ankh gravé sur le poignet. C'est avec cela qu'il communique avec le Sphinx. » La jeune femme vit en effet la fameuse croix ancée égyptienne, comme gravée au fer rouge sur la peau tendre de l'intérieur du bras. Rougeoyante, elle semblait palpiter. Quand il eut fini de parler, il sembla écouter des instructions. Puis, le tatouage s'éteignit. « L'élu va pouvoir entrer. Le Sphinx l'attend. Seul. » De son perchoir, Anaïs regarda Hadjib, puis Nefret. Elle était maintenant terrorisée. Elle avait fanfaronné tout à l'heure en disant qu'elle avait hâte de le rencontrer, et en fait, elle avait peur de l'affronter d'abord, puis de devoir entendre son oracle. Quand elle passa le seuil, sa vision mit quelques secondes à s'adapter à la pénombre. Horus et Anubis l'encadraient. Ils avancèrent lentement dans une pièce immense, entre 2 rangées de piliers qu'Anaïs estimait faire plus de 5 mètres de haut. Puis, ils arrivèrent devant une haute porte. « Le Sphinx t'attend, élu, » annonça Anubis. « Maintenant, tu dois y aller seul. Tu devras traverser 3 salles avant de le trouver. L'oracle se mérite. » Puis, il poussa le battant de la porte et força Anaïs à avancer d'un coup entre les omoplates. Elle partit en avant et trébucha. Le temps qu'elle récupère son équilibre, la porte s'était refermée derrière elle. Anaïs regarda partout autour d'elle. Elle se trouvait dans une pièce au sol carrelé de grandes dalles noires et blanches. Les murs étaient décorés de fresques colorées représentant des scènes de chasse. Sur chacune d'elles apparaissait un être mythologique que l'étudiante identifia rapidement. Un griffon au corps de lion et aux ailes d'aigle. Elle s'approcha pour admirer les peintures de plus près. Soudain, un bruit de cliquetis attira son attention. Une sueur glacée coula le long de sa nuque, puis de sa colonne vertébrale. Elle n'osait pas se retourner par peur de ce qu'elle allait découvrir. Les pas se rapprochèrent lentement, puis s'immobilisèrent. La jeune femme pivota très doucement. Un griffon, semblable à celui qui figurait en peinture, se tenait devant elle. Son corps massif était recouvert d'un pelage beige. Ses yeux fauves luisaient. Il la regardait, son énorme tête penchée sur le côté, se demandant quoi penser de cette intruse. Anaïs devinait que les 2 grandes ailes qui reposaient de chaque côté de ses flancs lui donnaient une envergure d'au moins 4 mètres. Brusquement, il poussa un rugissement qui fit presque trembler les murs. Le museau au ciel. Il avait adopté la position du loup qui hurle à la lune. En cet instant, la jeune femme aurait presque préféré se trouver face à un loup. Le monstre s'assit à peine 1 mètre d'elle. Collée au mur, elle retint son souffle. Il la flaira. Elle pouvait presque sentir son haleine fétide. La dague offerte par Nefret lui sembla une arme bien dérisoire face à ce monstre. « Qui es-tu pour oser solliciter une entrevue avec le Sphinx »
demanda-t-il d'une voix grave et calme. Je ne put que bégayer Anaïs. Tu quoi, petit moucheron, tonna le Griffon. Réponds. Je viens pour l'oracle. Je suis l'élu.